On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais peut-il révéler la véritable nature de ceux que nous aimons? L'histoire qui suit est celle d'une chute vertigineuse et d'une renaissance inattendue, un témoignage sur la frontière fragile entre l'amour et l'avidité. C'est l'histoire d'une femme qui a appris de la plus dure des manières que la vraie richesse ne se compte pas en billets de banque. J'étais là, au cœur de mon salon, savourant l'instant le plus extraordinaire de mon existence, lorsque mon mari est entré et a déversé sur moi le contenu d'un seau d'eau souillée. Le mot qu'il a prononcé alors a résonné comme une sentence, inutile. Il ignorait tout. Il ignorait qu'en cet instant précis, il jetait par-dessus bord tout ce que nous aurions pu être. Absolument tout. Il ne savait pas que je venais de remporter 500 millions de dollars. Je m'appelle Anne. Lorsque l'on grandit dans l'opulence, les gens s'imaginent que votre vie est parfaite. Ils supposent qu'avoir tout ce que l'on désire signifie avoir tout ce dont on a besoin. Mais j'ai appris à mes dépens que l'argent ne peut acheter la seule chose qui compte vraiment, quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous possédez. Laissez-moi vous ramener au commencement. J'ai rencontré Mike à l'âge de 7 ans. Mes parents venaient d'engager les siens pour travailler au service de notre famille. C'étaient des amis de longue date qui traversaient une passe difficile, et mes parents, dans leur grande bonté, les avaient accueillis chez nous. Mike venait parfois, pendant que ses parents travaillaient, et je me souviens avoir été fascinée par lui. Il était différent des autres enfants de mon monde. Plus calme, plus réfléchi. Il y avait dans son regard sur le monde une profondeur qui me donnait envie de le comprendre à travers ses yeux. En grandissant, quelque chose a changé entre nous. Ce ne fut pas soudain. C'était progressif, comme un coucher de soleil. On ne s'en aperçoit qu'en levant les yeux, lorsque le ciel a entièrement changé de couleur. À l'adolescence, j'étais éperdument amoureuse de lui. Mes parents étaient riches, immensément riches. Ils possédaient une entreprise colossale, héritage de plusieurs générations. Nous vivions dans une demeure magnifique, pourvue de tout ce dont on pouvait rêver. Mais au milieu de ce luxe et de ce confort, la seule chose que je désirais vraiment, c'était Mike. Ce qui le rendait si spécial à mes yeux, c'est qu'il ne m'a jamais fait sentir que mon argent comptait. Jamais il ne m'a rien demandé. Jamais il ne m'a traité différemment en raison de la fortune de ma famille. Dans un monde où les gens cherchaient constamment à se rapprocher de moi pour la richesse de mes parents, Mike voulait simplement être proche de moi, pour moi. En devenant adulte, j'ai pris conscience d'une réalité qui me fendit un peu le cœur. La famille de Mike vivait modestement. Ses parents travaillaient d'arrache-pied, mais ils peinaient à joindre les deux bouts. Je le voyais parfois dans le regard de Mike, cette frustration silencieuse, ce désir pour des choses hors de sa portée. Alors, j'ai commencé à faire de petites choses. Je lui donnais de l'argent. Discrètement, pour ne pas le blesser dans sa fierté. Je lui glissais des billets en prétextant une dépense commune, ou j'achetais des choses pour nous deux en affirmant que c'était des cadeaux. Je veillais à ce qu'il ne se sente jamais inférieur à cause de sa situation. Mes parents savaient, et ne m'ont jamais arrêté. Ils comprenaient que l'amour ne tient pas les comptes, et que lorsqu'on aime quelqu'un, on l'aide à porter ses fardeaux. Nous avons grandi, et notre amitié s'est muée en un amour profond, authentique. Pas cet amour factice basé sur ce que l'autre peut vous apporter, mais celui qui repose sur l'essence même d'une personne. Avec Mike, je me sentais la femme la plus importante au monde. Et je m'assurais qu'il ne se sente jamais diminué par ses origines. Quand il m'a demandé en mariage, il s'est agenouillé avec une bague pour laquelle il avait manifestement économisé longtemps. Elle n'était pas extravagante, je le voyais bien, mais elle représentait tout pour moi. Elle symbolisait son travail acharné, sa prévenance, sa capacité à se sacrifier pour ceux qu'il aimait. Pour notre mariage, mes parents nous ont offert un cadeau qui a changé nos vies, une maison. Pas n'importe laquelle, une magnifique demeure dans un quartier charmant, un endroit où nous pourrions commencer notre vie sans le poids d'un crédit sur les épaules. Mike a pleuré en l'apprenant. Je ne l'avais jamais vu pleurer, et le voir ainsi m'a ému aux larmes. Nous avons été heureux, un temps. Incroyablement heureux. Assis dans cette maison qui semblait irréelle, nous parlions de notre avenir, de la famille que nous fonderions, de la vie que nous construirions. Mike avait des rêves, de grands rêves. Il voulait créer, bâtir, laisser une empreinte dans ce monde. Et puis, l'édifice s'est effondré. Lentement d'abord, si lentement que j'ai à peine remarqué. L'entreprise de mes parents a commencé à connaître des difficultés. Des placements hasardeux, des partenariats qui ont échoué, des fluctuations du marché qu'ils ne pouvaient maîtriser. Ce sont des choses qui arrivent dans le monde des affaires, je le comprenais. Mais ce que je ne comprenais pas, c'était la rapidité avec laquelle un empire pouvait s'écrouler. En quelques mois, mes parents ont tout perdu. Absolument tout. L'entreprise qui avait mis des générations à se construire s'est évaporée. L'argent qui semblait inépuisable avait disparu.
Mes parents sont passés du statut de personne parmi les plus fortunés que je connaissais à ne plus posséder presque rien. Je me souviens du jour où mon père me l'a annoncé. Il était assis dans notre salon, dans cette maison que mes parents nous avaient offerte, et il semblait plus petit que jamais. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une seule nuit. Nous avons tout perdu, Anne, a-t-il dit, la défaite audible dans sa voix. Ma mère pleurait, mon père pleurait. Je les ai serrés dans mes bras, leur répétant que cela n'avait pas d'importance, que nous trouverions une solution, que l'argent ne définissait pas une famille. Mais je mentais. Je mentais car j'étais terrifiée. Voyez-vous, quand on grandit avec de l'argent, on ne comprend pas vraiment comment le monde fonctionne sans. On ne mesure pas à quel point les choses peuvent basculer. Et par-dessus tout, j'étais terrifiée par la réaction de Mike. Je n'aurais pas dû. J'aurais dû lui faire confiance, croire en l'amour que nous avions bâti. Mais la peur vous fait faire d'étranges choses. Quand Mike est rentré ce soir-là, je lui ai tout raconté. Et quelque chose a changé dans son regard. Au début, ce fut subtil, un simple scintillement que je ne pouvais identifier. Mais au fil des jours, ce scintillement s'est mué en une lueur plus sombre. Cette noirceur est devenue ressentiment, et ce ressentiment, cruauté. Mike a commencé à me dire des choses, des paroles qui blessaient plus profondément que n'importe quelle douleur physique. « Tes parents sont des idiots », disait-il. « Comment peut-on perdre autant d'argent ?» J'essayais de les défendre, mais ils me coupaient la parole. « Ne les défends pas. Ils ont échoué. Ils t'ont laissé tomber. Ils nous ont laissé tomber. Et maintenant, c'est à nous de payer les conséquences de leur stupidité. » Puis, il s'en est pris à moi. « Tu es exactement comme eux, » disait-il. « Une incapable. Tu as grandi avec tout sur un plateau d'argent, et tu as quand même réussi à te retrouver ici. Tu ne vaux rien. » Je ne comprenais pas. Ce n'était pas l'homme que j'avais épousé. J'ai essayé de lui parler, de lui demander ce qui n'allait pas. « Il n'y a rien que tu puisses faire, » répondait-il froidement. « Parce que tu n'es rien. » Au début, j'ai mis cela sur le compte du stress. Je me suis dit qu'en travaillant assez dur, en lui prouvant ma valeur, il redeviendrait l'homme que j'aimais. Alors j'ai essayé. J'ai toujours eu une affinité pour l'informatique, un talent pour la technologie, le codage, la résolution de problèmes dans l'espace numérique. J'ai décidé de m'en servir pour construire quelque chose qui générerait des revenus. Je travaillais jusque tard dans la nuit. Mes yeux me brûlaient à force de fixer l'écran, mais je continuais. Je devais prouver, non seulement à Mike mais à moi-même, que je n'étais pas inutile. Un jour, Mike est rentré et m'a trouvé au repos. Épuisé, j'étais allongé sur le canapé. Il m'a secoué pour me réveiller. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il exigé. « Tes amis se démènent, ils réussissent. Et toi, tu te prélasses comme si tu n'avais aucun souci au monde, comme si tu n'étais pas une moins que rien. » Il s'est penché vers moi, la colère dans les yeux. « Je ne supporte plus d'être marié à quelqu'un d'aussi paresseux et inutile que toi. » Puis il est parti. Assise sur ce canapé, j'ai pleuré. Je suis allée voir mes parents, je leur ai raconté. Ma mère m'a consolée. « Peut-être qu'il a juste besoin de temps, » a-t-elle dit. Mais au fond de moi, je savais que c'était faux. Je savais que c'était le vrai visage de Mike lorsque les choses devenaient difficiles. Pourtant, je ne suis pas partie. J'espérais encore. Alors, j'ai continué à travailler. Je me suis investi corps et âme dans mon projet. Une start-up technologique, une application pour aider les gens à gérer leurs finances. Ironique, n'est-ce pas? Mais j'y croyais. Des mois ont passé. Je dormais à peine. Et puis un matin, j'ai consulté mes emails. Un message du groupe d'investissement à qui j'avais présenté mon projet. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. J'ai dû le lire 3 fois pour y croire. Ils voulaient investir. Massivement. La somme qu'ils proposaient, 500 millions de dollars. Pas à terme. Pas éventuellement. Tout de suite. J'avais gagné 500 millions de dollars. Je ne tenais plus en place. J'étais euphorique. Chaque doute que Mike avait semé en moi, chaque insulte, chaque moment où j'avais remis en question ma propre valeur, tout s'est brisé en cet instant. J'étais tout le contraire d'inutile. J'allais sauver ma famille. J'allais prouver à Mike qu'il s'était trompé sur toute la ligne. La joie était si intense que je devais la partager. J'ai appelé quelques voisins, leur disant que quelque chose d'incroyable était arrivé. Ils sont venus, curieux. Nous étions dans le salon, et j'allais leur annoncer la nouvelle quand Mike est rentré. Il est allé directement à la cuisine. Il a vu la casserole d'eau que j'avais mise à bouillir pour le thé. Quelque chose en lui a basculé. Je l'ai entendu s'agiter, puis je l'ai vu sortir de la cuisine. Il tenait un seau. Pas un seau propre.
Le seau sale que nous utilisions pour le ménage, rempli d'une eau qui stagnait là depuis des jours. Nos voisins l'ont vu aussi. Mike, qu'est-ce que... Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Il a marché droit sur moi et a vidé ce seau d'eau immonde sur ma tête. Le choc fut immense. D'abord le froid, puis l'odeur. Et enfin, la réalité de la situation. J'étais trempée, couverte d'eau sale. Et puis il a parlé. Inutile, a-t-il dit, sa voix chargée d'une rage profonde. Tout ce que tu fais, c'est gaspiller. Notre argent. Notre temps. Tu es absolument inutile. Le silence s'est fait. Je sentais leur regard sur moi, la honte me brûlait. Mais à ce moment précis, quelque chose a changé en moi. Comme un interrupteur. Tous ces mensonges sont apparus pour ce qu'ils étaient. Je me suis levée, l'eau dégoulinant de moi, et je les regardais avec une clarté que je n'avais jamais eue. Mike, ai-je dit d'une voix ferme. Tu viens de laisser passer ta chance. Il m'a regardé, confus. Quoi? J'ai gagné 500 millions de dollars, ai-je déclaré. Ce matin. Mon projet a fonctionné. Tout ce dont nous avions besoin, tout ce dont ta famille a besoin, tout ce dont mes parents ont besoin, je l'ai obtenu. Et toi, tu viens de me verser de l'eau sale dessus en me traitant d'inutile. J'ai vu son visage se décomposer. J'ai vu la couleur le quitter tandis qu'il comprenait que dans son acte de cruauté, il venait de tout détruire. Anne, a-t-il commencé. C'est fini, ai-je dit simplement. Je suis allée dans notre chambre et j'ai sorti une valise. Mes mains tremblaient, non de peur, mais de colère, de soulagement, de libération. Mike m'a suivi, il s'est mis à genoux, me suppliant de rester. Il a dit qu'il était désolé, qu'il m'aimait. Mais je savais la vérité. Ses excuses n'étaient pas pour moi. Elles étaient pour l'argent. L'amour que j'avais ressenti pour lui pendant tant d'années s'était évanoui. J'ai pris ma valise et j'ai quitté cette maison, sans un regard en arrière. Les premiers jours, je n'étais pas triste, ce qui m'a surprise. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange sensation de paix. Pour la première fois depuis des années, je n'essayais plus de prouver ma valeur à quelqu'un. Avec les 500 millions, j'ai aidé mes parents à reconstruire leur entreprise. Lentement, elle a repris vie. Voir mes parents retrouver leur dignité et leur sourire valait tout l'or du monde. Mais Mike n'avait pas dit son dernier mot. Il a commencé à m'envoyer des messages, à se présenter à mon bureau avec des fleurs, jurant qu'il avait changé. Mais je voyais clair dans son jeu. Ce n'était pas moi qu'il voyait, c'était les 500 millions de dollars. Un jour, il est venu à mon bureau avec un autre plan en tête. J'ai réfléchi, a-t-il dit d'une voix mielleuse. Techniquement, je suis toujours ton mari, ce qui signifie que j'ai droit à la moitié de tout ce que tu possèdes. Je l'ai regardé, réalisant qu'il était sérieux. Non, ai-je répondu. C'est terminé, Mike. Et si tu tentes quoi que ce soit, je me battrai avec toute mon énergie. Il est parti, furieux. Mais il n'avait pas abandonné. Un soir, alors que je rentrais du travail, une voiture m'a barré la route. 2 hommes masqués en sont sortis. Ils m'ont arraché de mon véhicule et m'ont jeté dans le leur. Ils m'ont emmené dans un bâtiment abandonné, m'ont ligoté dans une pièce froide. La terreur que j'ai ressentie était indescriptible. Puis les hommes sont revenus et ont passé un appel. Ils me croyaient endormi. J'ai écouté chaque mot. Est-elle en sécurité? Demanda une voix à l'autre bout du fil. Une voix que j'ai reconnue. Une voix qui a glacé mon sang. C'était Mike. Bien, a-t-il poursuivi. Vous allez lui faire appeler ses parents. S'il n'apporte pas 600 millions de dollars d'ici demain, elle ne rentrera pas vivante. Mon propre mari. Il avait orchestré mon enlèvement. Il était prêt à me tuer pour de l'argent. Le lendemain, les ravisseurs m'ont fait appeler ma mère. J'ai joué le jeu, la voix tremblante. Le téléphone a raccroché. J'ai passé la nuit à attendre, terrifiée. Le jour suivant, les hommes m'ont dit que je pouvais partir. Tes parents ont payé, a dit l'un d'eux. Ils m'ont abandonné sur un parking. Quand je suis rentrée, mes parents m'attendaient. Nous sommes tombés dans les bras les uns des autres, en larmes. Je ne leur ai pas parlé de Mike ce soir-là. J'avais besoin de temps. Mais je savais une chose, il allait devoir faire face aux conséquences de ses choix. J'ai laissé Mike savourer sa nouvelle richesse imaginaire pendant un temps. Il pensait que j'avais payé la rançon, que cet événement nous rapprocherait. Il est venu me voir, plein de gratitude. Anne, ce que tu as fait pour moi, tu m'as sauvé la vie. Tu as prouvé que tu m'aimais encore. Je l'ai regardé et j'ai vu l'homme qu'il était vraiment. Un monstre avide. Mike, ai-je dit calmement,
je veux que tu m'écoutes très attentivement. Vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, extorsion et complot en vue de commettre un meurtre. La police est sortie de la pièce voisine où elle attendait. Ils l'ont arrêté sur le champ. Le procès fut une épreuve. J'ai dû tout revivre. Les 2 ravisseurs ont témoigné contre lui. L'épreuve était accablante. Ses parents, dans la salle d'audience, ont vu leur monde s'écrouler en comprenant ce que leur fils était devenu. Après le verdict, ils sont venus s'excuser auprès de mes parents, en larmes. Et mes parents, dans leur infinie grâce, leur ont pardonné. Le juge a condamné Mike à 10 ans de prison et à une amende de 800 millions de dollars. 10 ans pour réfléchir à ses choix. 10 ans pour comprendre ce qu'il avait jeté. J'ai utilisé les années qui ont suivi pour guérir, pour renforcer les liens avec mes parents, pour faire croître mon entreprise et aider d'autres femmes victimes de trahison. J'ai appris une leçon fondamentale. Votre valeur n'est pas déterminée par les personnes qui ne parviennent pas à la voir. Vous êtes précieux simplement parce que vous existez. Et parfois, l'acte le plus puissant que vous puissiez accomplir est de vous éloigner de quelqu'un qui ne peut voir votre valeur, pour construire une vie qui lui prouve qu'il avait tort. Mike est toujours en prison. Mon entreprise prospère, mes parents aussi, et moi de même. Je ne suis plus cette femme qui avait besoin de la validation d'un autre pour se sentir exister. J'ai de la valeur. J'en ai toujours eu. Il fallait juste que je m'en souvienne.